Flash meeting pour marquer leur deuxième jour de grève. Les enseignants et autres personnels de l'éducation ont défilé ce matin dans les grandes artères du centre-ville de Ouagadougou avant de se retrouver à la Bourse du Travail pour le meeting de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Il s'appelle Zoro, il n'est pas masqué, mais il rend d'énormes services aux populations de Banfoura. La mécanique, c'est son dada et grâce à lui, les motocyclettes ont une seconde vie dans la cité du paysan noir. Son portrait dans cette édition. Des chutes de neige sur les dunes du Sahara. Le spectacle est étonnant, mais le phénomène n'est pas une première. Effet des changements climatiques ou pas de réponse précise pour l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Au deuxième jour de leur grève, ils ont envahi les rues de la capitale pour mieux se faire entendre. Enseignants et autres personnels de l'éducation sont partis ce matin de la Bourse du Travail pour y revenir en passant par la place des cinéastes, l'avenue du Grand Lion et l'avenue Kwame Nkrumah. L'ambiance de la marche avec Abdou Razak Traoré. Des écoliers assis à même le sol pour acquérir le savoir. Nous sommes dans la classe de CP1 à l'école primaire Lélexé dans l'Oubritenga. C'est contre ces conditions d'études exécrables qu'Abla Sebonkungu, instituteur dans la dite école, est engagé depuis le début de la lutte. Pour ce deuxième jour de grève des acteurs de l'éducation, le pari de la mobilisation est réussi. « 119 élèves au CP1 avec une seule enseignante. Et le grand problème encore, il n'y a pas d'établement pour ces enfants. Ils sont assis sur le sol comme ça, il n'y a rien. Voilà, et pendant ce temps, on dit que non, cette dame-là, de faire cours, de travailler, de faire des devoirs, pendant qu'il n'y a pas d'établement, et rentrer le soir encore corriger, et 119 copies, et se lever encore le matin, dispenser des cours. Je crois que il faut qu'on arrête tout ça. Ah non, je ne pense pas que ce soit de trop. Nous sommes à notre 4e grève, c'est la 3e grève seulement. Donc pour nous, ce n'est pas de trop. En réalité, les actions qui sont menées sont en fonction de l'évolution des négociations. Si dès l'entame des négociations, nous avions eu gain de cause, eh bien, il n'y aurait même pas une seconde grève. De la Bourse du Travail, en passant par la place des cinéastes, en empruntant l'avenue du Grand Lion jusqu'au rond-point des Nations Unies, les manifestants sont passés par les avenues Kwame Nkrumah et de la cathédrale. Les slogans scandés demeurent les mêmes, tous hostiles au régime actuel. Les dilatoires des autorités ministérielles, là, les débats de kiosques de notre gouvernement, ça suffit. Le yada yada, le yada yada. La Sané Sado qui disait que c'est les fonctionnaires qui engloutissent tous la part du budget. Mais voilà, une bavure intellectuelle. Quelle bavure intellectuelle? Quelle bavure intellectuelle, camarade? Il ne sait rien. C'est que les caisses noires bouffent. C'est qu'ils prennent par mois. Ils ne payent pas de frais médicaux. Ils ne payent pas de scolarité. Ils ne payent pas de maison. Nous payons tout. Mais on n'a rien. Les écoles sont payantes. Les écoles sont payantes. Du retour à la Bourse du Travail, c'est au président du FASO que les enseignants s'adressent directement. La proposition dite globale du chef de l'État pour mieux gérer la fonction publique n'intéresse point les enseignants. Alors moi je dis ce matin, le règlement cas par cas sera possible au Burkina Faso. Parce qu'on a commencé à résoudre les problèmes cas par cas. Je vous l'ai dit ce matin. Pourquoi? La raison est toute simple. Parmi nous enseignants, ils sont 986 qui n'ont pas eu leur salaire, qui n'ont pas encore eu leur premier salaire. Depuis 2016, ils vivent de quoi? Il faut un règlement cas par cas pour que les enseignants puissent vivre. Il y a 25 000 agents du MENA qui attendent leur reclassement, qui attendent leurs avancements, qui attendent les bonifications. Depuis 2015, 2016, 2017, il y aura un règlement cas par cas pour ces gens-là. La grève prend fin demain jeudi. Les négociations, elles, se poursuivent toujours avec le gouvernement. Et pendant ce temps, la Confédération Générale du Travail du Burkina, par la voix de Bassol Mabazié, appelle les acteurs éducatifs à rester sur le pied de guerre. Si dans un bref délai, il n'y a pas de solutionnement à cette préoccupation,
je pense aussi que notre patience a une limite. Même ferveur et détermination à Bobo-Dioulasso dans les hauts-bassins ce matin. Les enseignants étaient plus que déterminés à aller jusqu'au bout de la lutte. Sur place dans la ville de Sia, le reportage de Mathurin Kabouré avec la voix d'Abdourazak Traoré. Mobilisation totale ce mercredi 10 janvier à Bobo-Dioulasso. La grève décrétée par la coordination nationale des syndicats de l'éducation est bien suivie dans la région des hauts-bassins. Dans les rues de la ville de Sia aujourd'hui, les enseignants ont dénoncé les difficiles conditions de vie et de travail. Face au risque d'année blanche annoncé de plus en plus, les syndicats sont sereins et rejettent la responsabilité aux gouvernants. Non, ce n'est pas à nous de craindre, nous ne sommes pas responsables du système éducatif. C'est les politiques qui gèrent. Si le système politique ne peut pas gérer le système éducatif, ils n'ont qu'à démissionner. C'est la seule responsabilité, c'est tout. Et la mobilisation ne semble pas faiblir de sitôt. Le monde éducatif dans la deuxième ville de Burkina Faso entend aller jusqu'au bout du tunnel. Parce que nous ne sommes pas sortis aujourd'hui pour montrer que nous allons rentrer demain. Nous attendons qu'on nous satisfasse nos points de débat de ça va nous souvenir. Bon, les motifs en réalité, c'est les conditions de vie, les conditions de travail et même l'accès à l'éducation, la qualité de l'éducation. C'est l'ensemble de ces préoccupations-là que nous avons déclinées en 4 axes. Pour demander au gouvernement de satisfaire ces 4 axes-là, il y a l'adoption d'un statut valorisant les personnes de l'éducation et de la recherche. Il y a l'amélioration des conditions de vie et d'études pour l'efficience du système éducatif. Il y a l'amélioration de la qualité de l'éducation et il y a la valorisation de la fonction enseignante. Les syndicats de l'éducation dans les hauts-bassins espèrent que le gouvernement va céder face à leurs revendications afin de sauver l'année scolaire 2017-2018. Environ 50 milliards de francs CFA, c'est ce que devraient coûter les revendications des syndicats de l'éducation si toutes devaient trouver satisfaction. Trop lourd à supporter pour l'État, d'après le Premier ministre. Face à la presse cet après-midi, Paul Kabatieba a appelé à plus de concessions de la part des grévistes. Roméo Kweta. Le véritable point de désaccord entre le gouvernement et les enseignants en grève depuis hier 9 janvier concerne le statut autonome, un statut qui accorderait une grille indemnitaire et indiciaire autonome aux enseignants de l'éducation nationale. La satisfaction de cette revendication pourrait entraîner de lourdes conséquences sur le budget de l'État, selon le chef du gouvernement. Une première estimation des revendications qui sont posées par la coordination des syndicats du ministère de l'Éducation nationale. Une première estimation évalue à peu près 50 milliards par an. 50, vous entendez bien, 50 milliards par an au moins. L'incidence financière des revendications qui sont posées. Ça veut dire que ce n'est pas rien. Vous savez que au Burkina Faso, jusqu'en 2012 à peu près, la masse salariale du pays, la masse salariale, c'est les salaires que le gouvernement paye à l'ensemble de ses fonctionnaires. Jusqu'en 2012, la masse salariale tournait autour de un peu moins de 400 milliards, autour de 340 milliards à peu près. Et lorsque nous faisions le projet de budget pour l'année 2018, les projections pour la masse salariale des fonctionnaires tournent autour maintenant de 630 milliards. Ça veut dire qu'en moins de 5 ans, on est passé de moins de 400 milliards à presque 630 milliards. Et ça, c'est même dépassé déjà. Selon le Premier ministre, la masse salariale au Burkina Faso représente près de 52% du budget de l'État. Le gouvernement ne compte plus aller au-delà. Paul Kabatieba en appelle donc au sens de patriotisme des acteurs de l'éducation. Il ne faut pas que nous en arrivions à perdre l'année scolaire. Déjà, notre système éducatif est dans un état que nous essayons de relever, que mon gouvernement essaie de refonder. Il ne faut pas que l'on retombe encore dans les sphères de grève interminables, les années académiques perdues, les années scolaires perdues. C'est inutile. Et tout ça, ça met le pays dans un retard inutile, pendant que les autres avancent. Au deuxième jour de la grève des enseignants, les discussions sont toujours en cours entre le gouvernement et la coordination des syndicats de l'éducation nationale.
Mais pour l'instant, le gouvernement veut rester ferme en ce qui concerne les revendications salariales. Plus question de créer davantage d'injustice sur les rémunérations des travailleurs du public, affirme Paul Kabatiba. Les députés veulent jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Pour mener à bien leur plaidoyer, ils participent depuis ce matin à une formation. Alix Kabouri. Ils sont une trentaine de parlementaires à prendre part à l'atelier de formation et de plaidoyer sur leur rôle dans la lutte pour l'élimination des formes de discrimination à l'égard des femmes. L'objectif de l'atelier est la diffusion auprès des parlementaires des dernières observations finales du Comité des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. L'intérêt de cette initiative, de cette formation, c'est évidemment donner l'outil nécessaire aux parlementaires pour qu'ils puissent, d'une part, jouer le rôle de plaidoyer pour que les femmes soient de plus en plus associées à toutes les sphères de décision. Et deuxièmement, également, pouvoir leur donner aussi la possibilité de jouer l'un de leurs rôles qui est le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles par la valorisation de modèles féminins et la vulgarisation des recommandations du Comité des Nations Unies pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes. C'est l'intitulé du projet conçu par le CIFDA, le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique. Un projet financé par le Fonds canadien d'initiative locale. L'autonomisation de la femme, l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est une cause importante pour le gouvernement du Burkina Faso, pour le peuple burkinabé, mais également pour le gouvernement du Canada qui a annoncé sa nouvelle politique de l'aide internationale qui se veut féministe. Alors il y a une convergence de priorités dans ce sens-là et le Canada a tenu à participer, à contribuer, à accompagner le Burkina Faso sur cette voie-là. L'atelier de formation et de plaidoyer sur le rôle des parlementaires dans la mise en œuvre des observations finales du Comité des Nations Unies pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dure du 10 au 12 janvier 2018. Les parlementaires prenant part à cet atelier sont issus du caucus genre, du réseau des parlementaires burkinabés pour les droits humains et de la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains. Carnet d'audience du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Deux personnalités reçues dans la matinée d'hier par Mahamadi Savadogo, le nouvel ambassadeur du Burkina au Sénégal, Jacob Ouedraogo, et le pasteur Mamadou Philippe Karambiri ont fait le point avec Mireille Douagneau. Le pasteur Mamadou Karambiri retourne sur ses pas à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, une institution dont il a été le vice-président de 1984 à 1990. L'homme de Dieu est allé présenter ses vœux de nouvel an à la nouvelle équipe consulaire. Il n'a pas manqué de prier pour la prospérité du monde économique au Burkina Faso. Je suis venu pour les encourager, pour leur dire de continuer dans ce sens-là et que vraiment ils vont permettre à toute la société économique du Burkina Faso de se développer et permettre à l'État aussi d'avoir une assiette fiscale assez convenable pour que tout aille de l'avant. Parce que nous voulons un pays stable, un pays économiquement bien développé et le Burkina aujourd'hui est dans ce sens-là avec cette chambre de commerce qui a été mise en place. Que Dieu les bénisse et qu'il continue à aller de l'avant pour la prospérité d'un Burkina vraiment qui va aller de l'avant, qui a un avenir. La deuxième personnalité à être reçue ce 9 janvier par Mahamadi Savadogo est l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal. Avant d'entamer sa mission, Jacob Ouedraogo est venu s'imprégner du climat des affaires et de la coopération entre les deux pays. Il est de bon ton que je puisse déjà voir le contenu et toutes les facettes possibles afin de dynamiser et de fructifier les relations entre nos deux pays et également entre les autres pays de la juridiction du Sénégal. Alors nous avons eu droit à beaucoup d'informations sur le plan économique et sur le plan commercial, comme le président vient tout à l'heure de vous les décliner. Donc il y a matière à travail. Je voudrais donc déjà me mettre en position pour que nous puissions travailler à faire en sorte que ces relations-là non seulement soient renforcées, mais aussi soient relevées.
La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso possède des infrastructures marchandes au port du Sénégal. L'une des premières missions de l'ambassadeur sera donc d'opérationnaliser les infrastructures pour faciliter les échanges. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso qui organise du 21 au 23 février prochain la 5e édition d'Africalia. Le président du comité de pilotage, Oumar Hugo, est sur ce plateau pour nous en parler. Bonsoir et bienvenue, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame. Africalia, alors comment peut-on présenter ce forum? Africalia est un concept de la Chambre de commerce qui émane de Futuralia, venant de la région de Vienne, qui organisait dans le temps des rencontres B2B avec des chefs d'entreprise. Et la Chambre de commerce, à sa première édition, je crois en 2007 ou 2008, a décidé de créer un concept africain où il y a à peu près une vingtaine de pays qui se retrouvent autour de 400 chefs d'entreprise pour faire des échanges commerciaux. Et nous sommes à notre 5e édition cette année, qui aura lieu les 21, 22, 23 prochains au Burkina, à Ouagadougou. Vous êtes à la 5e édition, comme vous venez de le dire. Quel bilan peut-on faire des 4 précédentes éditions? Je crois que Africalia a su démontrer son ancrage économique, son efficacité et sa capacité à générer et créer des cadres d'affaires. En effet, depuis sa première édition à maintenant, on est passé de 390 à aujourd'hui 500 et quelques participants, dont en général 400 qui émanent de l'Afrique et 160 qui viennent du reste du monde, dont 24 pays en gros. C'est dire que les acquis sont là, l'ancrage est là, les fichiers sont là, on a des entreprises qui viennent régulièrement depuis la première édition à maintenant. Et ça a permis aux Burkinabés de développer leurs affaires avec le Maghreb, de développer leurs affaires avec des Russes, de développer leurs affaires avec des Américains, et j'en passe. L'objectif, c'est de faire de cet événement un événement tournant dans l'Afrique de l'Ouest. Et notre ambition, c'est faire en sorte qu'en 2020, la Côte d'Ivoire soit pays organisateur. Et nous garderons la main sur l'organisation, mais nous allons essayer de tourner en Afrique de l'Ouest pour cela. Alors, qui peut prendre part à ce forum? N'importe quel chef d'entreprise qui va sur le site ou qui appelle la Chambre de commerce pour s'inscrire. L'inscription coûte 260 000 francs et cela vous permet d'avoir à peu près 15 rendez-vous en 48 heures avec 400 chefs d'entreprise venant de 24 pays différents, sans prendre un billet d'avion, sans faire un visa et sans quitter le Burkina Faso. Y a-t-il des innovations particulières pour cette édition? Absolument. Cette année, nous avons estimé que les femmes et les jeunes devaient être privilégiés et leur adhésion est de 200 000 par jeune ou femme, jeunes de moins de 35 ans et femmes de tout âge voulant s'inscrire à Africalia. La deuxième innovation, c'est que nous sommes en relation avec Wameto, qui est une association qui va nous mettre des stands style CIAO, mais en annexe d'Africalia, pour permettre à nos exposants éventuellement d'acheter des produits locaux. On va promouvoir un certain nombre de produits. Il y aura des stands dédiés aux exposants qui viendront pour ce B2B. D'accord. Et il est possible de s'inscrire toujours? Absolument. Les inscriptions sont valables jusqu'au 15... La date officielle, c'est normalement fin janvier, mais nous avons repoussé la date jusqu'au 15 février prochain, sachant qu'à partir du 15, on va commencer l'accueil de nos invités et les inscriptions risquent d'être stoppées à ce moment-là. Et donc, il suffit d'aller sur le site d'Africalia pour s'inscrire? Absolument. D'accord. Ou alors appeler la Chambre de commerce et les équipes de Sanouf Félix se feront le plaisir d'accueillir les gens et de faire leur inscription. Un appel à l'endroit des opérateurs économiques pour finir? Très clairement, nous invitons les entrepreneurs burkinabés à vraiment participer à cet événement qui va être, à mon avis, relevé par la présence du chef d'État pour la cérémonie d'ouverture d'une part, mais d'autre part par des entreprises de qualité. La mairie de Ouagadougou également s'engage à venir montrer les projets qu'elle a dans la ville de Ouagadougou et probablement les 8 pays de l'UEMOA viennent avec des projets structurants, prêts à négocier avec des partenaires et on aura en marge d'Africalia des réunions sur ces projets structurants avec le gouvernement et avec les partenaires économiques.
Merci, monsieur Hugo, d'être passé sur le plateau de 19h30. Je vous remercie, madame. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le président du comité de pilotage d'Africalia 2018, le forum ouest-africain de développement des entreprises qui se tient du 21 au 23 février prochain à Ouagadougou. Africalia, une opportunité pour des entrepreneurs comme Moussa Sobé qui veulent développer leur business. Il est mécanicien, mais pas que. En plus de la réparation des engins à 2 roues, il vend des pièces détachées de motocyclettes à Banfoura où il s'est établi. Il est reconnu comme étant le spécialiste des capots endommagés depuis 2005. Année à partir de laquelle il a décidé de se mettre à son propre compte. Moussa Somé ne cesse d'évoluer. Il est aujourd'hui à la tête d'une petite entreprise qui emploie 3 personnes et il gagne bien sa vie. Zoro, c'est comme ça qu'on l'appelle affectueusement à Banfoura. Je vous propose d'aller à sa rencontre avec Mathurin Kabouré et Alfred Thuyer. Lui, c'est Zoro. Zoro, le réparateur des engins à 2 roues, et non Zoro, le justicier. C'est à Banfoura, dans la cité du paysan noir, qu'il officie en tant que mécanicien. Je travaille avec les mécaniciens, propriétaires des motos, ceux qui ont changé leurs motos, qui sont bons. On vend aussi, moi aussi, j'ai PC ça, j'y vends, puis j'y gagne un peu. Même c'est que les mécaniciens aussi, il y a des gens qui changent les blocs de moteur, qui c'est toujours bon. Moi aussi, je paye des pièces détachées, et puis j'y vends, et puis pour gagner pour moi, quoi. Dans la vie, on dit qu'il n'y a pas un sous-métier. Voilà, moi, c'est ça pour chercher ma vie. Mais ça va beaucoup même. Les motos n'ont pas de secret pour Moussa Somé. Il est à la fois réparateur et vendeur. C'est au sein de la Croix-Rouge qu'est logé son atelier. Voilà, une moto qui vient, que c'est un peu fatigué, comme moi sur mon travail, j'y fais tel échanger. Puis si la personne a des papiers, bon, il n'y a pas de problème, aussi je paye, puis je récupère, puis je vends. Bon, moi, je me débrouille en mécanique. Moi, j'ai commencé à travailler à la mécanique avant. Avec l'évolution du monde, moi aussi, je rentre dedans, moi aussi, je peux faire un peu. Quelqu'un vient à un peu. Elle vient avec les mécaniciens voient les pièces qui conviennent à la moto, ils payent, puis les mécaniciens peuvent mettre. Moi aussi, je peux faire ça. Si on s'attend avec la personne, je mets les pièces, et puis je prends mon argent. De l'argent, Zoro en gagne assez. Sa recette journalière s'élève à 10 000 francs CFA, soit 300 000 francs CFA le mois. Moussa Somé est incontournable dans la localité. Toutes les pièces sont disponibles dans son atelier, au grand bonheur des usagers. J'étais à Sendou et quand j'ai quitté Banfoura pour me rendre à Sendou, mon capot s'est brisé. Et une fois à Sendou, on m'a indiqué qu'à Banfoura, il y a un certain Moussa qui colle bien les capots. Raison pour laquelle je suis là. Il a fait le capot. C'est bien fait. Vu l'état où le capot était présentement, je ne peux qu'apprécier le travail. Vraiment, il m'a fait son travail, il a bien fait, c'est très bien. Son travail, vraiment, je l'apprécie beaucoup. Et moi, mon chef, j'avais des problèmes avec ça. Avec le temps, on peut avoir de l'argent, mais à nouveau, c'est des problèmes. Et je suis venu le voir, il a regardé, il dit qu'il n'y a pas de problème. Et puis, il m'a arrangé ça correctement. On irait de nouveau. Autodidacte, c'est sur le tas que Zoro a appris la réparation des motos. L'histoire remonte à 1989. Il travaille en tant qu'apprenti dans un atelier avant de s'installer en 2005 à son propre compte. Aujourd'hui, l'homme vit de son métier. Il emploie 3 jeunes qu'il paie chacun 30 000 francs CFA le mois. Il n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Il ambitionne agrandir son atelier. Grâce à son métier, Moussa Somé dit Zoro est un père et un époux épanoui et responsable. Il a neigé dimanche dernier dans le désert du Sahara en Algérie, un phénomène assez inhabituel dans la ville d'Aïn Sefra, située à plus de 1000 mètres d'altitude au sud de l'Atlas. Les images spectaculaires ont fait le tour des réseaux sociaux. Suivez. De la neige sur des dunes de sable, le fait tout à fait inédit s'est produit en Algérie dimanche, dans la région d'Aïn Sefra au sud-ouest du pays, en plein désert du Sahara. En ce mois de janvier, la température dans cette zone varie entre 6 et 12 degrés Celsius. Blanc sur du sable, la neige de 40 cm a recouvert une partie des pentes de sable, créant ainsi une vue spectaculaire. La neige qui tombe sur le plus grand désert d'Afrique, c'est un phénomène rarissime. Les dernières neiges remontaient, selon la presse, à février 1979, lors d'une tempête de neige qui s'était abattue sur Aïn Sefra pendant une demi-heure.
Les gens changent, l'amour fait mal, les amis partent, les choses tournent mal, mais la vie continue. Elle est la plus forte et pour aller de l'avant, il faut savoir surmonter les erreurs et les blessures du passé. Je serai ravie de vous retrouver demain. Merci et bonsoir.